à tous sur cette première émission de Que Onda Mexico. Quel est le programme ce soir? Alors ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Laurent Lindenberger qui va nous parler de son incubateur qui s'appelle Nova Hub. Ça, c'est dans un premier temps. Dans un deuxième temps, nous recevrons Sève en voyage, vous la connaissez tous, Séverine, la blogueuse sur le net ici au Mexique. Et puis pour finir, nous aurons le plaisir de recevoir Olivier Berthe. Olivier Berthe, certains le connaissent, c'est l'importateur et l'affineur de fromage français ici au Mexique. Mais pour commencer, je reçois un ami de très longue date, un spécialiste du management interculturel. Il est coach, il est professeur, il est journaliste, c'est un très très bon ami. C'est Olivier Somamis. Bonsoir Olivier. Bonsoir Alain, comment vas-tu? Écoute, je vais bien, je te remercie pour cette invitation sur ce concept nouveau et génial. Et donc je suis à ta disposition pour la suite du programme. Alors Olivier, on te connaît aussi pour les soirées networking que tu avais organisées il y a déjà quelques années ici à Mexico. Tu recevais énormément de gens. Le concept était absolument génial et c'est un petit peu ce que nous souhaitons aujourd'hui reproduire. Tu peux nous en parler un petit peu? Oui, bien sûr. Donc pendant 4 ans, j'ai organisé une soirée de networking par mois qui s'appelait Mexico Networking, Wine, Art and Business. Donc il y avait ce concept de Wine, Art and Business. Donc on buvait déjà, ouais. Donc déjà il y avait du vin, on présentait le vin qu'on allait boire, rouge et blanc. Et puis il y avait donc de l'art, donc on présentait toujours un artiste qui venait habiller l'endroit où on faisait les soirées. Et puis la partie business, la partie networking qui était l'échange de cartes de visite. Donc j'ai été le premier au Mexique à lancer les soirées de networking. Ça a été un succès. On avait entre 80 et une centaine de chefs d'entreprise qui venaient pour échanger leurs cartes. Passer un beau moment, une coupe de vin à la main. Il y avait un DJ aussi. Donc là, un peu comme ce soir, là, la voilà, petite coupe à la main. D'ailleurs, salut. Salut à la tienne. Et merci. Et donc, il y avait un DJ qui mettait la musique lounge, tranquille. Et puis, le concept aussi, c'était de changer d'endroit tous les mois. Donc, c'était un challenge. Il fallait trouver un endroit différent et des endroits qui n'étaient pas faits pour des soirées de business. Donc on a organisé des soirées dans des gymnases à Reforma 222 par exemple, pour l'inauguration du gymnase qui est au sein de ce centre commercial. On a organisé dans l'agence de BMW sur Masaryk. On a organisé dans une tour en construction, sur Reforma. L'architecte m'avait prêté un étage et on était au 16e étage avec la vue sur Mexico, tout en béton. Et on avait tout décoré avec des meubles italiens, design, génial, tout blanc, donc c'était vraiment très bien. Donc, mais je me souviens très bien, il y avait beaucoup de gens qui y allaient, les gens étaient très intéressés par la soirée. Alors justement, c'est ce qu'on veut reproduire actuellement sur cette émission Que Onda Mexico. Bon, il y a à la fois l'émission que l'on va enregistrer, que l'on va passer sur les différents réseaux, mais toi tu souhaites également rajouter ce concept de networking pour que les gens puissent venir, les jeunes, etc., en entrée libre, je le précise, de façon à ce que ça soit le moins cher possible. Tu le souhaites le refaire un petit peu dans le cadre de cette émission? Écoute, oui, parce que je pense qu'on est au Mexique. Le Mexique, les affaires se font grâce aux relations. Donc les soirées de networking qui se sont développées depuis, mais en tout cas ce sont de bons endroits pour se faire des relations professionnelles. Dans une soirée de networking, tu peux rencontrer des clients, des fournisseurs, des associés, des employés, des amis. Des amis, ouais. Donc je trouve que c'est un concept très mexicain, même si c'est pas né au Mexique, mais c'est quand même un concept très mexicain. Les Mexicains aiment bien lier l'utile à l'agréable dans leur façon de travailler. Et le networking, ça permet ça, de se faire des relations professionnelles. Il n'y a pas de business sans relation. Et donc le networking, ça facilite ce premier contact qui est toujours le plus difficile à avoir quand tu dois l'avoir à froid, en passant par le phoning. Ouais, là, on s'est vu, on a discuté, donc le lendemain, je vais te rappeler. C'est plus simple. Voilà, c'est beaucoup plus simple. Ça facilite ce premier contact qui est le plus dur à obtenir. Alors justement, là, on est en plein dans le management interculturel, c'est ta spécialité. C'est ce que tu enseignes, c'est ce que tu dans le cadre de tes séminaires. Bon, moi j'ai participé à plusieurs de tes séminaires qui sont particulièrement intéressants. C'est quoi le management interculturel? Alors pour expliquer à nos éditeurs, ici c'est quoi exactement le concept? Bon, tu fais de la formation au niveau des individuels, au niveau des cadres, des entreprises, tu fais des séminaires. Alors c'est quoi exactement le management interculturel? Écoute, le management interculturel, c'est l'art de savoir travailler avec des gens d'autres cultures. C'est l'art de s'adapter à la façon de travailler, de communiquer, de se comporter, de penser, de négocier
de résoudre des problèmes de gens qui viennent de différentes cultures. Donc moi, ce que je fais dans mon quotidien, d'ailleurs là, j'étais aujourd'hui avec un directeur de chez Danone, pour ne pas citer l'entreprise. D'accord, une entreprise française. Une entreprise française. Et donc BSN, non un cadre, non c'est Danone. C'est Danone, ok. Un cadre qui vient d'arriver du Japon, un Français avec sa femme. D'accord, donc lui il avait déjà eu une expérience interculturelle, mais au Japon. Donc rien à voir avec les Mexicains. Non, voilà. Et donc là j'ai passé la journée à leur expliquer comment travailler avec les Mexicains, comment s'adapter, comment manager ton équipe de Mexicains, comment négocier avec tes clients, comment communiquer. Voilà, c'est toutes les différences culturelles. Au Mexique, c'est très utile parce que les différences, en apparence, ne sont pas fortes, mais en fin de compte, elles sont quand même. Oui, d'ailleurs, moi, fortes. dans un de tes séminaires que j'ai suivi, que je trouvais très, très fortement intéressant, tu parlais d'une chose qui était intéressante, c'était que, par exemple, nous, les Français ou les Mexicains, on est tous latins, mais la latinité n'est pas la même. Sur l'échelle de la latinité, on n'est pas les mêmes. Alors, où est-ce qu'on se situe par rapport à son propre profil, je dirais, culturel? Écoute, c'est simple. Nous, Français, on est les moins latins des latins. Ouais. Et les Mexicains, ce sont les plus latins des latins. Ouais, donc c'est terrible. Donc, dans le monde latin, l'écart culturel entre les Français et les Mexicains est très grand. Maintenant, il y a des pays. Alors ça se traduit comment ça? Le fait que par exemple nous Français on est les moins latins des latins, ça veut dire quoi concrètement? Écoute, en fait moi j'ai une petite définition comme ça où je dis toujours les Mexicains ils sont comme nous Français mais puissance 10. Ça veut dire qu'ils ont nos qualités puissance 10 et ils ont nos défauts puissance 10. Ah oui. Donc si on parle des qualités, ils sont 10 fois plus chaleureux, c'est des gens qui sont vraiment serviables, chaleureux. Pour la partie positive. Ouais, très hospitalier, spontané. Mikasa et Stukasa. Voilà, ils sont très spontanés dans leur relationnel. Voilà, complètement. Très émotionnel. Voilà. Et puis, si on parle des défauts, là, c'est un peu plus compliqué à gérer parce que ils ont nos défauts puissance 10. Donc, ils sont beaucoup plus... Ils sont susceptibles. On est susceptibles, nous, Français, voilà. Mais ils sont plus susceptibles que nous. Clairement. Voilà, parce qu'ils sont dans l'émotionnel constamment. Constamment dans l'émotionnel. Donc, ça veut dire que dans le management, par exemple, c'est très compliqué. Quand tu as quelque chose de négatif à dire, quelqu'un qui a mal fait son boulot, etc. Oui, un reproche professionnel. Voilà, un reproche. Qui n'est pas du tout personnel, qui est tout à fait professionnel. Ça va être pris personnellement. Voilà. Le problème, c'est ça va être pris personnellement. Le niveau de susceptibilité est vraiment très très fort, donc il faut faire attention à ce qu'on dit, à comment on le dit, sur quel ton de voix tu le dis, devant qui tu le dis. Voilà. Jamais humilier les gens en public, par exemple. Là où nous, Français, ce que moi j'appelle l'humiliation publique, c'est assez courant. On va engueuler celui qui n'a pas fait son boulot, atteint l'objectif ou mal fait son boulot devant tout le monde. On va lui dire son boulot, ça vaut rien, etc. Chose qu'ici tu ne peux pas faire. Donc la susceptibilité, c'est un des points compliqués à gérer pour des managers français, par exemple. Nous, on est très direct dans la façon de dire les choses. Mais ça, c'est très américain, c'est très anglo-saxon d'être très direct. En fait, nous, Français, oui, mais on peut penser qu'on n'est pas tout à fait comme les anglo-saxons. Mais on est très direct dans le côté négatif. C'est-à-dire le côté positif, ce que tu fais bien, c'est normal, tu es payé pour ça. Donc, c'est ton boulot, tu le fais, c'est normal. Contre, ce qui est bien, c'est normal. Voilà, ce qui est bien, c'est normal. Par contre, tu fais quelque chose de mal, alors là, par contre, la guillotine, elle tombe et on est très sec. Donc nous, pour les Mexicains, on est très dur, on est très même grossier. Les Mexicains, ils vont dire, mais mon père, il m'a jamais parlé comme ça. Ouais, ma mère non plus. Voilà, donc il faut vraiment prendre les formes. Voilà, c'est un pays où c'est le monde de la diplomatie. Il faut vraiment rendre les choses les plus jolies possibles. Il faut mettre des fleurs tout autour pour faire passer la pilule. Donc ça, c'est pas simple à gérer. Le fait, par exemple, qu'il soit beaucoup plus latin que nous, ça joue sur la gestion du temps. Donc la gestion du temps, ici, le temps est très flexible. Très extensible, ouais. Donc le temps est approximatif. Ouais. Donc la notion de gagner du temps, de perdre du temps, le temps ici n'a pas une valeur monétaire. Time is money, ici, c'est pas un concept que les gens intègrent. Donc arriver en retard, c'est pas un problème, etc. Donc là aussi, pour les Européens, pour les Américains, c'est compliqué. Ouais, c'est difficile à gérer. Ahorita, le fameux ahorita, non, mais tu sais pas quand c'est ahorita en fait. Ça peut être ahorita. Ça peut être tout de suite, ça peut être demain, ça peut être jamais. Ça peut être jamais. Voilà. Donc voilà, c'est quelques... Bon, alors moi j'ai remarqué une chose aussi, c'est qu'entre Français et Mexicains, il y a quelque chose qui m'a fortement marqué, c'est que nous les Français, on commence toujours nos phrases avec « non, mais tu sais, on est dans la négative », alors que les Mexicains, c'est toujours « si, sabes que, voilà. Si ». Alors ça se traduit comment concrètement, ça veut dire quoi en fait?
Il faut savoir décoder parce qu'au Mexique, on te dira jamais non. Enfin, faut jamais dire jamais. Il y a toujours des contre-exemples. Bien sûr. Mais le non n'existe pas. Dire non, c'est quand même grossier, c'est difficile. On dit pas non en face, comme ça directement, comme nous on le fait directement. Donc, il faut savoir décoder le oui, parce qu'il y a le oui qui dit oui et il y a le oui qui dit non. Donc, tips pour décoder. Le oui qui dit oui, où la personne est sincère, il a vraiment envie que ça se fasse. Oui, en clair, il y a le oui, le peut-être, mais le non n'existe pas, donc il faut tout interpréter. Voilà, mais donc le oui qui dit oui, c'est le Mexicain qui va te mettre la pression parce qu'il veut que les choses se fassent tout de suite. Voilà. On va co-investir ensemble pour monter une usine, on signe le contrat, on est d'accord, le Mexicain a envie, le lendemain il veut que l'usine elle soit montée. Ouais, c'est tout de suite. Voilà. Maintenant, le oui qui dit non, c'est un oui où ça traîne. C'est-à-dire que là, le Mexicain ne va pas te mettre la pression, c'est toi qui vas devoir rappeler pour savoir quand on met la première pierre. Et puis, le Mexicain va dire, écoute, rappelle-moi la semaine prochaine parce que là, je pars aux États-Unis. Et puis, tu vas rappeler la semaine prochaine. La secrétaire va dire, écoute, là, il est en réunion, laisse-moi tes coordonnées, il va te rappeler, il va pas te rappeler. Et puis, c'est ce que j'appelle, moi, la stratégie du mort. C'est-à-dire qu'il va laisser traîner jusqu'à ce que toi, tu te fatigues. Et toi, tu comprends que finalement, c'était non. Voilà, il n'y a pas d'intérêt. Voilà. Voilà. Ça, c'est le oui qui dit non. Alors, donc, le ça oui qui traîne dit non. et ça traîne et ça traîne. Ça, c'est très, très difficile à gérer. Alors, pour des Français ou des étrangers qui arrivent au Mexique, quels sont les conseils rapidement que tu pourrais donner à des étrangers qui arrivent au Mexique et qui s'installent? Écoute, pour des étrangers qui arrivent au Mexique, il faut être très patient, il faut être tenace, il faut être constant et il faut être très patient. Il faut être aimable. Une règle, le premier qui s'énerve a perdu. Donc il faut toujours rester, il faut être zen. Il faut être zen. Voilà, c'est surtout la patience, l'obstination qui fait que les choses se font. Les choses se font, mais c'est plus long et c'est plus lent. D'accord. Donc ça veut dire que c'est plus cher. L'investissement est plus fort. Et plus long. Et plus long. D'accord. Bon, très bien. Donc là, c'était Olivier Somamis qui nous a accompagnés. Olivier qui va m'accompagner aussi sur l'ensemble de nos interviews. Il va en particulier s'occuper des interviews économiques, le monde des affaires, l'entrepreneur du mois, puisque c'est un grand spécialiste, donc on lui donnera la parole. Donc on se retrouve tout à l'heure, dans un instant, avec nos premiers invités, qui sont donc nos invités de Nova Hub, un incubateur qui travaille entre la France et entre Marseille et Mexico. A tout de suite, merci.